Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue pour ce 24e épisode de mes causeries au coin du web. J'aborderai aujourd'hui le thème suivant de Massia Dartmouth aux sources de l'intelligence artificielle. Alors, je vais me concentrer en particulier sur deux événements pour ce retour aux origines. D'abord, les conférences de Massy, qui ont eu lieu entre 1946 et 1953. Et ensuite, la conférence de Dartmouth, je devrais dire le workshop de Dartmouth qui a eu lieu en 1956. Alors je vais commencer par les conférences de Massy, donc qui ont lieu immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. En fait, elles sont préparées par deux événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des conférences qui sont portées par la fondation Massy, donc une fondation orientée système de santé. Et les conférences de Massy ont pour but d'explorer les sciences de l'esprit, les sciences du contrôle de l'esprit et de nos sociétés. Et elles vont réunir donc de 1946 à 1953 les plus grands scientifiques du moment, des mathématiciens, des informaticiens, des biologistes, des sociologues. On va y croiser notamment euh, von Neumann, on va y croiser McCulloch et Pitts, on va y croiser Bateson, on va y croiser Margaret Mead, Norbert Wiener et beaucoup d'autres. C'est un monde extrêmement masculin, comme vous pouvez le constater sur cette photo de 1953, donc prise lors de la dernière conférence. En fait, il y a une seule participante au premier plan, qui est Margaret Mead, la deuxième femme qu'on peut apercevoir au fond à gauche, et en fait une personne qui a fait la retranscription d'une partie des événements. Alors, pour les personnes, je le dis tout de suite, qui seraient intéressées par approfondir mon propos, une partie des actes ont été compilés dans un livre qui s'appelle Cybernetics, The Massey Conferences par Claude Pias. Donc c'est un livre qui a été édité en 2016. Deux autres ouvrages méritent d'être pointés. L'ouvrage de CatherineEls de 1999, We Became Posthuman, et l'ouvrage de Jean-Pierre Dupuis, qui est également détaillé à la fin dans ma bibliographie, qui reprend de façon détaillée les conférences de Massy et également leurs implications. Vous pourrez également trouver, avec des articulations liées aux sciences de gestion, un certain nombre de mes propres écrits en collaboration avec Nathalie Mitef ou seul également sur ce sujet que j'ai commencé à explorer en 2012. Donc ces conférences regroupent les plus grands esprits du moment autour de cette question du contrôle de l'esprit. Et elles vont être associées à plusieurs moments historiques. Pour certains, c'est un des grands moments de l'informatique, pour d'autres, c'est un des grands moments des sciences de l'information, pour d'autres encore, c'est un moment qui est associé à la cybernétique, c'est le moment cybernétique. Voilà, cet événement interdisciplinaire est un moment qu'on peut, sans exagération, qualifier d'historique. Alors là, je vous propose de revenir sur un certain nombre de blocs conceptuels qui permettent de résumer, de condenser un certain nombre de débats intéressants pour le sujet de l'intelligence artificielle. Je mets de côté ce qui apparaît dans mon ouvrage Apocalypse managérial, un bloc conceptuel pourtant important, qui concerne des questions de géopolitique. Alors le premier bloc sur lequel j'ai envie d'insister, c'est bien évidemment le cerveau électronique, l'ordinateur moderne, dans son architecture dite von Neumann. Von Neumann fait une des toutes premières présentations de cette architecture, donc qui, comme vous le savez, va distinguer des éléments de mémoire, d'éléments de traitement de l'information, ce qu'on va progressivement appeler le processeur, distingue également des mémoires de court terme, de mémoires de long terme, des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Alors, on n'est pas encore sur des interfaces, on n'est pas encore sur des interfaces graphiques, sur la mobilisation de la souris.
Mais conceptuellement, il y a cette idée. On pourrait dire que par cette, architecture que vous voyez, von Neumann s'inscrit évidemment dans la continuité d'Alan Turing. Il y a, par bien des aspects dans son architecture, des éléments, d'opérationnalisation, de l'architecture qui était déjà proposée par, Alan Turing. Donc on a ici, un cerveau électronique qui est, censé stocker, brasser une certaine information électronique et tout ça, va extrêmement bien, fonctionner avec un allié, conceptuel incontournable, hein, précisément, la théorie de l'information et de la transmission de l'information qui va être proposée par Claude Shannon. Voilà, cette information à traiter, cette information à stocker, heu, va de plus en plus prendre une forme, numérique. On va passer de l'analogique au numérique, on va faire des emprunts extrêmement opérationnels à l'algèbre, booléenne et vous avez sous les yeux un autre graphique également très, très connu, lié aux travaux de Shannon et Wheeler et de Shannon, donc qui propose de concevoir, la transmission de l'information, du passage d'un émetteur, d'une source d'information vers un récepteur, donc vers une destination. Tout l'enjeu étant, au milieu, que le canal de transmission ne déforme pas, le signal en enlevant de l'information, en ajoutant de l'information, tout ce que, Shannon va associer à du bruit. Évidemment, plutôt que de passer par un signal analogique qui suppose d'être maintenu, amplifié pour ne pas trop le déformer, là on va passer par des, paquets d'informations, des assemblages d'informations numérisées qu'on va encoder en les groupant, puis qu'on va décoder, dégrouper, à l'arrivée avec des algorithmes qui vont faire un certain nombre de tests de qualité. Tout ça va, permettre, même sur des distances très importantes, de réduire la transformation de l'information. Voilà, je le répète, Claude Shannon est un ingénieur en électricité, intéressé, également par, des questions, de télécommunication. Il serait ce qu'on aurait appelé il y a quelques années un ingénieur Supélec. Ah, c'est pas quelqu'un qui propose une théorie sociologique, de la transmission de l'information, c'est pas quelqu'un qui est sur une sémiologie, c'est pas quelqu'un qui est sur, des questions de sens. Il a bien averti son auditoire et le reste du monde sur cette question-là, malheureusement avec peu d'effet. Donc le bloc 1 et le bloc 2, voilà, sont extrêmement importants, pour le développement du cerveau électronique, pour, cette ère, numérique dans laquelle on va rentrer, qui évidemment est un élément, plus large dans lequel, l'intelligence artificielle va s'inscrire. J'ai envie également d'insister sur le bloc 3, même si dans le contexte de Massey, on ne parle pas encore d'intelligence, artificielle. Le bloc 3, ce sont les réseaux de neurones formels introduits par McCulloch, et Pitts. Alors de la même façon que, l'architecture von Neumann, s'inspire de modes de fonctionnement supposés du cerveau et du système, neuronal, les réseaux de neurones formels, qui vont être un élément, originel important, de l'intelligence artificielle, sont également inspirés des modes de fonctionnement supposés du cerveau, perçus comme un ensemble de neurones avec, des synapses et l'idée est de, en variable, indépendante, avoir un certain nombre, de, neurones, d'abord, monocouches, puis progressivement, plus tard multicouches et mis en réseau, je pense au réseau de Hopfield et puis on va avoir un système de pondération qui va essayer, sur, ce nombre de réseaux de plus en plus important, de faire converger la prédictibilité, par exemple pour prévoir, la défaillance d'entreprise, à partir de bilans historiques qui sont saisis. On va essayer de faire converger, la prédiction existe, toujours ou pas, 3 ans après. On va essayer de faire converger la prédiction en faisant évoluer, les pondérations, qui existent au niveau du réseau de neurones. Donc tout ça, c'est vraiment un des grands, heu, point d'ouverture conceptuelle, de l'intelligence artificielle. Alors les conférences de Dartmouth sont organisées, 3 ans plus tard, en fait, pour être précis,
C'est un workshop qui devait durer 8 semaines, qui va en fait durer 6 semaines, qui va être particulièrement intense. On va y retrouver un certain nombre, d'acteurs, présents, conférence de Massy, comme Claude Shannon, qui est un initiateur, important, mais beaucoup de nouvelles têtes. Pour la petite histoire, Norbert Wiener, peut-être considéré comme un peu trop envahissant et n'est pas invité. De même qu'un certain nombre de figures qui auraient pu être, invitées à cette autre, conférence. Là, on a plutôt une jeune génération, la jeune génération. C'est un événement à nouveau très interdisciplinaire, avec des mathématiciens, des informaticiens, des personnes qui font, de la psychologie expérimentale ou cognitive, des personnes qui sont en économie, et en psychologie expérimentale économique. Voilà, on va y croiser Herbert Simon, on va y croiser, Alan Newell, John Nash également, qui n'est pas sur ces photos. Alors là, je me suis permis de reprendre, un des objectifs qui est évoqué sur le proposal, qui est construit par McCarthy l'année précédente pour demander de l'argent à la fondation Rockefeller. Les fondations sont très importantes aux États-Unis. J'évoquais la fondation de Massy, qui a été importante pour les conférences de Massy. La conférence, pardon, la fondation Rockefeller a été très importante comme financeur et point d'impulsion des conférences de Dartmouth. Alors McCarthy présente l'objectif de ce Summer workshop de la façon suivante. Il s'agit en fait to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can be in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. Donc on est sur un implicite d'intelligence qui, pour fonctionner, va supposer une possibilité de description du monde. Il est possible de décrire le monde, il est possible d'élaborer un langage formel et logique pour décrire le monde. On est sur une intelligence artificielle qui va s'institutionnaliser. C'est le moment où le nom va être tranché, va être arbitré par ce collectif, donc un moment historique très très important, et ressort de cet épisode de Dartmouth également l'idée d'une intelligence artificielle quelque part visible, contrôlable. Voilà, on sait qu'en même temps, avec les réseaux de neurones formels que j'évoquais tout à l'heure, on va pourtant vers un certain nombre de phénomènes de boîte noire. Mais là, dans cette définition, on insiste plutôt sur le caractère décrivable du monde. Alors là, vous avez également un certain nombre d'extraits du proposal qui est possible de consulter sur le site de l'université de Stanford. C'est un proposal assez compact qui fait d'abord une description assez sommaire des objectifs, des thèmes qui vont être couverts, qui ensuite resserre la profession de foi, les objectifs plus spécifiquement sur les initiateurs. Donc quelques pages plus loin, on a une profession de foi spécifique à McCarthy, une autre spécifique à Minsky, une autre spécifique à Rochester, et enfin une autre plus spécifique à Shannon, voilà, qui sont les quatre principaux porteurs et initiateurs de ces événements. On a de façon émouvante des éléments de chiffrage dans ce document. Et on a aussi, voilà, je ne l'ai pas reprise, mais la liste des 47 invités. Un certain nombre ne viendront pas, mais voilà, sur cet événement très informel, très conversationnel, qui va durer 6 semaines, on n'est pas, voilà, même si elles n'étaient pas très grosses non plus, on n'est pas sur les conférences de Massy avec leur côté répété. Donc là, vous avez sous les yeux un certain nombre de thèmes qui sont dans le proposal, donc les ordinateurs automatiques, heu, la question de la programmation, la question très importante, des réseaux de neurones. Voilà, les réseaux de neurones, comme éléments d'une ingénierie, les réseaux de neurones comme, éléments centraux, du fonctionnement du cerveau humain, qu'il faut décrire. Des théories sur les effets de taille, des effets d'échelle dans le calcul. Des effets, une invitation, à, étudier les phénomènes d'auto-amélioration. Voilà, là, on est aussi très, très proche de phénomènes supposés de l'intelligence artificielle. Une invitation à regarder la question de l'abstraction, une invitation à regarder, la question de l'aléatoire, et de la créativité.
C'est assez intéressant et même, émouvant de voir vraiment comment sont posés avec passion, de façon assez générale et parfois même un peu naïve, les éléments de vocabulaire de ce de cet événement. Alors ce qui est intéressant à remarquer sur ces 2 conférences et quelques workshops et conférences qui vont venir dans les années 50 et 60, d'autres événements conjoints, c'est d'une part, qu'on passe de plus en plus d'une IA réglée, toujours présente à cette époque, toujours présente aujourd'hui, heu d'une informatique, qui est très centrée sur ce qu'on appelle les systèmes experts, à de plus en plus des choses qui ressemblent au deep learning, avec des effets de boîte noire, jamais complets, jamais si complets, mais voilà, on va manipuler des données, on va croiser les réseaux de neurones, le perceptron avec des algorithmes génétiques, on va, câbler l'intelligence artificielle sur des masses de données, de plus en plus importantes, et on va rentrer quelque part, dans une pragmatique, de l'IA, une pragmatique un peu caricaturale. Je pense que John Dewey, il aurait pas reconnu ses petits. Voilà, ce qui compte, ce sont les conséquences, la prédictibilité, la boîte noire au milieu, voilà, le progrès de la connaissance, le processus dans ce qu'il peut avoir, de démocrate, de démocratique, de démocratisant, et finalement assez peu présent. On est face à un programme, de l'IA, donc très ancien, qui va reconnaître assez vite ses limites. D'ailleurs, dès les conférences de Massy, j'ai retrouvé des éléments, de conversation, de doute, exprimés par, Bavlas, exprimés par Mead, exprimés par Bateson, et d'autres, Wiener. Voilà, il y a assez rapidement une prise de conscience, par rapport à ces techniques, leurs effets, sociétaux notamment. Voilà, il y a, très rapidement un certain nombre de signaux d'alerte qui sont tirés. Toujours sur ces effets, boîte noire et des effets de la technique elle-même, on peut s'interroger sur une réduction phénoménologique du monde, dans le temps fort de la représentation qui correspond, à ces outils. «Le reste du monde» entre guillemets est mis entre parenthèses, à Massy comme un Dartmouth, le vivant, en tout cas dans ce qu'il a, de radicalement ouvert et donc ce qu'il caractérise comme vivant, le vivant quitte la scène. On va de plus en plus vers, une organisationnalité, duale. Ça, en tant que, théoricien des organisations, c'est une chose qui me frappe, c'est que, heu, ces réflexions techniques et scientifiques sont indissociables de réflexions organisationnelles et même managériales. Même si l'IA devient de plus en plus connexionniste, avec des phénomènes d'émergence dans, les réseaux de neurones, le grand partage représentationniste finalement, subsiste. Ces techniques sont là pour représenter le monde, et représenter le monde pour le décider n'est jamais neutre. On a d'un côté un représentant et un représenté. Dans le représenté, le monde est un objet, le monde est à disposition, le monde est un objet de décision, le monde est ressource. La démarche philosophique qui est derrière, aussi, organique, évolutionniste, connexionniste que deviennent les outils, d'IA, aussi sophistiqués que deviennent les interfaces, voilà l'usage même le plus immersif, finalement, est un usage représentationniste. On plonge dans une représentation, du monde. On converse, à partir, de problèmes qu'on soumet. Les requêtes sont des problèmes, des interrogations, prises comme telles par, le logiciel. On n'est pas dans une co-problématisation avec plein d'acteurs, avec plein de techniques, avec plein d'objets, qui va amener des reformulations qui elles-mêmes vont être très importantes. On n'est pas, en train de cueillir des problèmes qui sont dans le représenté du monde et des solutions, qui vont être associées à ces problèmes qui sont également dans le représenté du monde. La démarche d'exploration, quand on se pose des questions, suppose ensemble de reformuler les questions et puis également de co-inventer, des solutions, de les expérimenter, d'en abandonner certaines, d'avancer dans un agencement de plus en plus, heu déterminé par l'espace de solution vers lequel on arrive. Finalement, l'invitation qu'il est tentant de faire par rapport à ce passé et ce présent, et ces futurités, qu'on sent,
si présente, aujourd'hui en 2023. Mon invitation principale, ça reste de passer d'une intelligence artificielle à une intelligence vivante. Il nous faut dialoguer plus que converser avec, la technologie. Voilà, dialoguer, ça suppose de mettre un certain nombre, de points de conversation dans la même exigence de vérité. Dialoguer, ça suppose de questionner les problèmes, de jamais les prendre comme tels. Voilà, ChatGPT, comme bientôt, d'autres outils, Bard, et d'autres, ou même des moteurs de recherche simplement, prennent les requêtes, le plus finement possible. Mais voilà, il n'y a pas de questions sur la question, il n'y a pas de co-problématisation avec un collectif qui se forme autour de la question, pour reprendre la logique de Dewey sur l'enquête. Voilà, comment intégrer un management, vivant, qui va faire que la technologie d'IA devient un simple élément très important, très, très important, précieux, d'un processus d'enquête, voilà, susceptible de l'enrichir. J'ai envie d'insister sur une autre invitation. Voilà, il y a l'invitation à une intelligence plus vivante, et puis il y a une invitation à faire attention à, heu, une IA ordinaire finalement. Voilà, il y a un imaginaire qui a beaucoup été centré sur une IA qui un jour peut-être dépassera notre intelligence, va nous remplacer, qui a certainement ses dangers, voilà, cette espèce d'intelligence extraterrestre supérieure qui prendrait nos emplois, qui prendrait un jour des mauvaises décisions, terribles pour le devenir de l'humanité. Mais je pense qu'il y a un autre danger, beaucoup plus, pernicieux, que j'ai essayé de reprendre dans La jumelle de Sherazade, c'est celui d'une IA alter ego, heu d'une IA qui serait dans la vallée de l'étrange, pour reprendre un terme de robotique, c'est-à-dire qui nous serait tellement proche, qu'elle en serait ordinaire. Elle serait effectivement humaine. La proximité, la plus redoutable selon moi, étant un autre nous-mêmes. Voilà, une IA, qui par ses avatars, par une gémellité numérique, j'emploie ce terme dans un sens différent de celui des informaticiens, une gémellité numérique, au sens, de clone d'habitude et de clone d'expression. Voilà, qui permettrait de nous démultiplier dans des réunions, différentes activités, en ligne. Là, je pense pas à des robots matérialisés, mais une capacité à agir sur le monde qui serait la nôtre, et à un moment qui pourrait emprunter nos visages. Je pense que cette IA, ordinaire, tentante, la plus proche même, du monde, c'est-à-dire, double de nous-mêmes, est aussi dangereuse, si ce n'est plus dangereuse, que cette, IA, héroïque, extraterrestre, qui dépasserait notre intelligence. Je pense qu'il y a quelque part cette, tentation d'une gémellité numérique, qui existe, et c'est un des points, d'alerte que j'ai essayé, de pointer dans La jumelle de Sherazade. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et votre patience. Vous avez sous les yeux un certain nombre de références, si vous souhaitez, approfondir le propos, des références, liées à Dupuy et Hels que je citais tout à l'heure, la référence aux actes de Pias, dont j'ai pas eu la chance de disposer au début quand il a fallu recomposer un certain nombre d'éléments sur Massy. Évidemment une référence importante, empruntée à Simon et Newell, une référence à Wiener, et puis un certain nombre de références liées à mes propres travaux, dont Apocalypse, managérial. Voilà, beaucoup de choses que j'ai dites aujourd'hui sont des emprunts, bien sûr, à ce livre. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à devojani@ ou questions à devojani@dauphine.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt.